Bonjour Frédéric Cavazza, comment allez-vous? Oui, très heureux de Je vous vais me mettre avoir, ici pour que tout le monde puisse m'entendre. très heureux de vous avoir avec nous ici à Metz pour cette séquence que vous avez accepté d'animer. Je vous en remercie infiniment, bien sûr. C'est un thème stratégique qu'on va aborder, d'autant plus en 2020, je dirais. Permettez-moi juste de dire à notre public que vous êtes le cofondateur de Cisc, une entreprise très agile dont le métier est d'accélérer les grandes entreprises, tout un programme. Vous nous direz peut-être c'est quoi d'accélérer les grandes entreprises. Vous travaillez dans les métiers de l'Internet depuis plus de 20 ans, vous êtes un grand spécialiste du marketing digital. Alors, les domaines sont vastes, le commerce en ligne, les médias sociaux, les mobiles, plateformes numériques, l'intelligence artificielle. J'en passe, j'arrête la liste. Vous accompagnez les grandes marques européennes dans leur compréhension des nouveaux usages et leur transformation numérique. En dehors de tout ça, entre deux conférences, notamment à Metz, vous trouvez le temps de prendre de la hauteur, et c'est important, en écrivant des ouvrages très riches comme Social Business, que je vous conseille vraiment, et Internet mobile, par exemple, en 2014, ou encore en alimentant votre blog fredcavazza.net, et ce depuis 2003, si je suis bien informé. Je suis un fan, je vous le dis en public. Vous nous livrez régulièrement, c'est un exemple évidemment, le panorama complet et très documenté des médias sociaux. Et Dieu sait si ça bouge très vite. Cher public, vous l'avez compris, ce monsieur va nous apprendre beaucoup de choses. N'oubliez pas de vous poser des questions via nos deux systèmes, les micros, apparemment ça marche, et aussi Slido si vous le souhaitez. Voilà. Sans vous mettre la pression, cher monsieur, je sais que votre expertise va savoir nous donner des repères clés essentiels pour mieux exploiter ce tas d'or sur lequel nous sommes assis tous, la data. Racontez-nous tout ça. Merci. Merci pour cette introduction. Je suis très content d'être ici avec vous, très content d'être à Metz, très content de recommencer à participer à des événements publics. Donc merci et bravo à tous ceux qui se sont déplacés aujourd'hui pour pouvoir assister en visu et pouvoir discuter à nouveau en face à face. Donc, comme ça a été dit, effectivement, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le numérique. Je ne me définirais pas comme un expert, plutôt un observateur averti. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce métier-là, et s'il y a bien un domaine dans lequel il y a un consensus évident, c'est la data, la fameuse donnée. Je n'ai jamais rencontré personne qui me dise non, la data, c'est pas très intéressant, en fait. Oh non, nous, on s'en passe. Oh non. Donc, il y a vraiment un consensus incroyable sur l'importance de la donnée et une espèce d'assertion, d'évidence sur, mais bien évidemment qu'il faut en faire, tout le monde doit en faire. En revanche, qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que ça vient? Comment on faisait avant? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Là, c'est un petit peu plus ambigu. Donc moi, c'est le grand écart que je constate entre l'évidence que bien évidemment tout le monde doit faire de la donnée, c'est obligatoire, et le manque de pédagogie qu'on a autour de ça, et le manque de connaissances de concrètement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte. C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans les 20 prochaines minutes. Donc, essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle autant de la donnée, pourquoi est-ce qu'on s'excite autour de ça. Qu'est-ce que la donnée? Comment on faisait avant toutes ces histoires de big data et d'intelligence artificielle? Comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui avec la donnée? De quoi les entreprises ont besoin pour pouvoir les exploiter? Et on terminera par qu'est-ce que chacun d'entre vous, vous pouvez faire à votre petit niveau pour pouvoir contribuer à l'exploitation de la donnée. D'accord? Avant toute chose, donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a cette obsession autour de la donnée? Parce que la donnée, elle est omniprésente. Donc, en théorie, si vous êtes comme 4/5 des Français, vous devez avoir un smartphone. Il y a presque 4 milliards de smartphones en circulation dans le monde. C'est dire si aujourd'hui on est vraiment dans une réalité où la plupart des êtres humains sont connectés en permanence. Quoi qu'essayent de nous faire dire certains sur « c'est important de prendre de la distance avec le numérique, de déconnecter et ainsi de suite », il y a assez peu de monde qui se prête à cet exercice. Par exemple, qui éteint son smartphone la nuit? Pas en mode avion, qui l'éteint complètement? C'est à peine un quart, j'en étais sûr. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes connectés en permanence, du moins une grande majorité d'entre nous sont connectés en permanence. Ça génère de la donnée, on est en interaction perpétuelle avec des contenus et des services numériques. Donc, le numérique est omniprésent, la donnée est omniprésente. Ça, c'est une réalité, voilà pourquoi on s'y intéresse. On a également une autre réalité,
en 2020 qui est celle d'un environnement extrêmement incertain qui est lié à de nombreuses crises. Que ce soit les crises sanitaires, des crises économiques, des crises sociales, des crises climatiques. On est dans un environnement sous tension. Une tension qui se répercute sur les entreprises. Des entreprises, si elles veulent espérer survivre, doivent impérativement réduire cette incertitude. Elles doivent avoir les idées claires, elles doivent avoir la capacité à comprendre l'évolution du marché et à s'adapter rapidement. Et pour faire ça, c'est la donnée. Voilà pourquoi les entreprises aujourd'hui sont, on va dire, captivées par cette donnée et l'importance de la donnée, c'est parce qu'elles ont un besoin impératif de réduire l'incertitude et d'augmenter leur capacité d'exécution pour pouvoir survivre dans un environnement extrêmement tendu. Et accessoirement, on a d'autres enjeux autour de la donnée, notamment des enjeux industriels, avec des fuites de données, soit des fuites volontaires parce qu'on a des anciens employés qui ont été maltraités, qui créent des fuites de données, soit parce qu'on a des brèches, donc c'est involontaire, soit parce qu'on a carrément des mafieux, des hackers qui vont récupérer des données et qui vont les revendre, voilà, notamment à des laboratoires pharmaceutiques, notamment à des hôpitaux. Donc on a des vrais enjeux industriels autour de ça. On a également des enjeux géopolitiques avec des authentiques espions qui intègrent les entreprises, donc des Chinois aux États-Unis, des Américains en Chine et ainsi de suite, et dans d'autres pays. Très certainement en France, simplement on n'est pas au courant, mais il y a de l'espionnage industriel et des, on va dire, scandales d'État autour de vols de données. Et on a également aujourd'hui la donnée qui s'invite dans le débat électoral, puisqu'on nous dit il faut héberger les données sur le territoire européen, voire sur le territoire français, parce que c'est nos données, parce que les GAFA n'ont pas le droit de les exploiter, de faire de l'argent dessus, et ainsi de suite. Donc on commence à avoir aujourd'hui des politiques qui s'expriment par rapport à ça. Tout ça pour dire que s'il y a une telle obsession autour de la donnée, c'est parce que la donnée est omniprésente et c'est parce que la donnée, c'est le dénominateur commun d'un certain nombre de thématiques qui nous tiennent à cœur, d'accord ? Que ce soit l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, l'automatisation, l'environnement, l'économie, la donnée, elle est omniprésente, c'est pour ça qu'elle nous fascine, c'est pour ça qu'il y a un tel consensus autour de « mais bien évidemment qu'il faut exploiter la donnée, mais c'est évident, mais bien sûr ». Ok, soit. Allons-y, et commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est que la donnée ? Cette question, elle peut paraître un petit peu bébête, il n'empêche que c'est beaucoup plus, on va dire, compliqué que ça d'expliquer ce que c'est qu'une donnée. Donc, si on rétropédale et qu'on revient à l'Antiquité, en fait, data, c'est un mot latin. La donnée, ça veut dire les choses données en latin. L'idée étant que c'est le résultat d'une observation. C'est ça une data. Observation qui va servir à des recherches futures, donc on va capitaliser sur ces observations pour faire d'autres choses. Donc à la base, data, c'est un mot latin qui veut dire chose donnée. À la base de tout ça, il y a donc une observation. Ce que l'on a pu constater au fil du temps, c'est que l'être humain, pas Homo sapiens, même avant lui, Cro-Magnon, Néandertal et ainsi de suite, il avait des capacités d'observation qui étaient limitées. Donc c'était exclusivement l'ouïe, la vision, l'odorat. Donc il avait une capacité de compréhension de son environnement immédiat qui était limitée. Au fur et à mesure du développement de la société humaine, on a développé des outils qui ont augmenté considérablement la capacité d'observation et de quantification de ce que l'on voit. D'accord ? Il y a eu les télescopes, il y a eu les balances, il y a eu toutes les machines à calculer, donc notamment la pascaline, ce genre de choses. Donc on a augmenté la capacité à collecter de la donnée et à l'exploiter au fil du temps. Mais ça remonte à très très longtemps, hein. Je parle, c'est beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense. Et ce que l'on constate également quand on observe l'histoire humaine, c'est que ceux qui maîtrisent la donnée ont un avantage certain sur les autres. D'accord ? Que ce soit en politique, notamment avec l'établissement de cartes pour pouvoir mieux connaître son territoire et mieux exploiter les ressources qu'il y a dessus, que ce soit dans le domaine militaire avec les cartes d'état-major, donc c'est un secret pour personne, hein, la supériorité militaire des armées de Napoléon, elle était entre autres liée à leur connaissance du terrain et des cartes qu'ils avaient. Les ennemis n'avaient pas de cartes de leur propre territoire, alors que Napoléon et ses armées en avaient.
La donnée, ça sert également dans le domaine marchand, avec la capacité en fait de calculer l'inventaire exact d'une boutique, de calculer le coût de revient d'une expédition pour aller chercher des matières premières. Bref, tout ça pour dire que celui qui maîtrise la donnée a un avantage compétitif sur les autres, que ce soit dans le domaine commercial, politique, militaire ou autre. Voilà pourquoi collecter et exploiter la donnée est on va dire, une activité qui est extrêmement rentable. C'est un vrai investissement. On se projette à notre époque, aujourd'hui, avec les pratiques de data management, de gestion de la donnée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire toutes les pratiques qui permettent de collecter et d'exploiter la donnée. Là, l'idée étant que la donnée est un actif immatériel stratégique. Vous avez des actifs matériels comme le foncier, les locaux, les machines ou l'outil, et vous avez des actifs immatériels qui représentent de la valeur ou avec lesquels on peut générer énormément de valeur. C'est ça la donnée, un actif immatériel. Ça permet soit d'améliorer des performances, soit d'acquérir des avantages concurrentiels. En tout cas, il y a toujours un bénéfice à tirer avec une exploitation à grande échelle de la donnée. Encore une fois, voilà pourquoi aujourd'hui on s'excite autant autour de ça. Plus on avance dans le temps, plus on développe des pratiques, plus on y associe du jargon. Donc on parle maintenant de small data, de big data, de smart data, on parle d'automation, de data science, de machine learning, de deep learning et ainsi de suite. Malheureusement, on est dans une tendance aujourd'hui où on cumule du jargon par-dessus des acronymes, et au final, on finit par plus trop savoir où est-ce qu'on en est et de quoi on parle. C'est en ça que je rejoins tout à fait le discours qui a été fait juste avant par les deux personnes de chez Obvious sur le fait qu'il y a un déficit pédagogique et qu'on a des schémas mentaux de ce que peuvent être l'intelligence artificielle ou la donnée qui ne sont pas forcément les bons. Et effectivement, aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, la data, c'est quoi ? C'est des chiffres, c'est des 0 et des 1, alors que non, pas du tout. Ça peut être des images, ça peut être des vidéos, ça peut être du texte, ça peut être toute forme de données. Et nécessairement, pour traiter la data, il faut un data scientist ? Non, pas forcément. Il y a tout un tas de rôles qu'on peut associer à la collecte et l'exploitation de la donnée, ce n'est pas que ça. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est dommageable parce qu'on a une image qui est biaisée de ce qu'est la donnée, de ce que peut en faire, de qui doit le faire. Donc on a un vrai travail pédagogique à faire dans les entreprises ou même dans les gouvernements, dans les municipalités, pour être à peu près au point sur qu'est-ce que c'est que la donnée, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Justement, sur qu'est-ce que ça peut nous apporter, puisqu'il y a consensus sur « Ah, mais bien évidemment que la donnée, c'est l'avenir, mais oui, mais c'est évident. » C'est évident. Et avant, alors, comment on faisait avant ? Mais avant, on avait de la donnée, d'accord ? Simplement, dans un monde analogique, il fallait payer pour créer la donnée, d'accord ? Donc dans le marketing, il fallait envoyer des gens sur le terrain pour aller faire des sondages auprès des consommateurs. Dans la distribution, il fallait envoyer des gens dans les rayons pour vérifier combien de produits il y avait dans les rayons, à quel prix est-ce qu'ils étaient affichés. Au passage, on regardait ce que faisait la concurrence aussi, hop, discretos. Dans l'industrie, il fallait envoyer des gens pour relever des compteurs, les noter sur des feuilles et après rapatrier les feuilles et condenser tous ces chiffres. Donc c'était laborieux et ça limitait considérablement la fréquence et la finesse des observations qu'on pouvait faire parce qu'il fallait payer pour créer la donnée. Aujourd'hui, avec tous les supports numériques, la donnée, elle est créée de façon systématique et automatique. Donc c'est quand même un grand changement. À l'époque, on avait aussi tout un tas d'outils internes dont on extrayait la donnée. Donc principalement les logiciels de gestion, les ERP, et les plateformes de relations clients, les CRM. Donc ça, c'était les deux sources principales, qui étaient des sources tout à fait valables, qui le sont toujours. Par contre, ça limitait quand même un petit peu le champ d'exploration. Aujourd'hui, on a des sources infinies. Donc pas seulement des sources internes, mais également des sources externes. On a les médias sociaux, on a l'Internet des objets, on a les plateformes, la concurrence. Donc on a tout un tas de sources que l'on peut exploiter. À l'époque, l'essentiel des données que l'on collectait étaient les données passées. D'accord ? En gros, j'étudiais les chiffres de production ou de vente du trimestre passé. Donc on avait vraiment un regard qui était tourné sur le passé. Aujourd'hui, on a des modèles mathématiques, on a effectivement du machine learning qui nous permettent de faire des calculs prédictifs, donc d'aller un petit peu au-delà et de pouvoir se projeter. Donc on travaille différemment. Même si les chiffres passés, encore une fois, sont toujours intéressants, ce n'est pas la question. L'un ne remplace pas l'autre, simplement on va compléter une observation
sur la base de chiffres passés, avec des projections sur l'avenir et essayer de prendre des décisions par rapport à ça. Okay ? Tout ça est important, encore une fois, dans un contexte tendu, dans un contexte de crise multiple. Jusqu'à présent, et dites-moi si je me trompe, la règle en entreprise, c'était on a fait combien de chiffres le trimestre dernier? Ok, le trimestre prochain, il faut faire plus 10%. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi pas plus 9 ou plus 11? Il fallait faire toujours plus, toujours vendre plus. Voilà, c'était ça la stratégie d'entreprise. Au bout d'un moment, c'est un petit peu lassant, et puis surtout, ça correspond à aucune réalité. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, il est vraiment essentiel de travailler la donnée, de compléter les sources, la nature et la façon de travailler la donnée pour pouvoir y voir plus clair et pour pouvoir faire des stratégies qui soient un petit peu plus éclairées de les gars, faut y aller, faut vendre. Ouais, okay, soit. C'est une super stratégie, ça. Il y en a un de vous qui peut me dire le contraire, non? Qui n'a jamais entendu ça? Oui, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on a mis en place tout un tas de technologies, tout un tas de processus pour pouvoir travailler différemment la donnée. Pourquoi? Parce que breaking news, on est au XXIe siècle, c'est un autre marché et c'est une autre façon, encore une fois, de travailler la réalité du marché. Prenons 2 exemples tout simples. Par exemple, dans la grande distribution alimentaire. Avant, on avait des clients qui faisaient un plein de courses par mois. Du point de vue du distributeur, ça veut dire qu'on avait un ticket de caisse par mois qui servait à étudier le comportement du consommateur. Un petit peu léger quand même. C'est mieux que rien, mais c'est un petit peu léger. Aujourd'hui, on a des applications de liste de courses, on a des recettes qu'on va regarder sur YouTube, on a des belles photos de plats qu'on regarde sur Instagram, on a des applications qui permettent de noter les produits qu'on va scanner. Donc en gros, des données, on en a tous les jours, dans tous les sens. Ça quand même, ça change la donne par rapport à un ticket de caisse par mois. Dans un autre domaine, dans l'automobile, avant, qu'est-ce qu'on avait? On avait une révision tous les 4 ans, voire tous les 2 ans. Donc tous les 2 ans, on récupérait le véhicule d'un propriétaire, on regardait le kilométrage, le niveau d'huile et ainsi de suite. Ça n'allait pas très loin. Aujourd'hui, on a Google Maps, on a Waze, on a toutes les plateformes d'achat de pièces détachées, on a les assurances qui calculent le niveau de prime en fonction du comportement routier. Donc là, encore une fois, on a tous les jours tout un tas de données qu'on peut exploiter. C'est quand même autre chose qu'une petite révision tous les 2 ou 4 ans. Non, vous ne trouvez pas? Bref, tout ça pour dire qu'on est au XXIe siècle, on a à notre disposition tout un tas de données complémentaires, il faut les utiliser. Si vous ne le faites pas, vos concurrents le feront à votre place et développeront des avantages concurrentiels contre vous. Donc voilà pourquoi c'est important. Donc à la fois, on a cette infinité de données complémentaires qui sont à disposition. Pourquoi? Parce qu'elle est collectée de façon systématique, la donnée, mais on a également tous les canaux et tous les supports pour pouvoir collecter et exploiter ça à grande échelle. Que ça soit les plateformes de services comme Uber ou Deliveroo, celles qui permettent de mettre en relation des offreurs de services avec des clients. Donc là, on va capter tout un tas de données. Que ça soit dans les agrégateurs, par exemple Amazon, que ça soit sur les places de marché, que ça soit sur des plateformes de traitement automatisé dans l'Internet des objets. On a aujourd'hui tous les circuits pour pouvoir automatiser la collecte à très grande échelle de ces données. Donc tout ça, on a. On a également les plateformes technologiques pour pouvoir stocker des données dans n'importe quel format à très grande échelle, le big data, ça, on a. On a également les outils pour pouvoir traiter les données à très grande échelle et avec une très grande variété, d'accord? Notamment tous les outils de machine learning et d'intelligence artificielle. Ceux-là ne font pas forcément mieux que ce qu'on faisait avant, simplement ça fait différent. Ça permet d'aller trouver des insights, donc des enseignements clés, sur des jeux de données qui sont trop complexes pour qu'un humain puisse les traiter. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a aujourd'hui tous les canaux et tous les outils pour pouvoir traiter tout ça. On a également un très vaste écosystème de solutions, donc des solutions dans tous les sens, des solutions plus ou moins chères, plus ou moins complexes, plus ou moins longues à implémenter. La bonne nouvelle, c'est que vous soyez néophyte ou expert en matière de data management, il y a forcément une solution pour vous.
Donc ça, c'est une très bonne chose d'avoir de la variété dans les solutions qu'il peut proposer. Ça permet de grandement simplifier, on va dire, la mise du pied à l'étrier et encore une fois de trouver chaussure à son pied. Donc quelle que soit la taille de l'entreprise, de l'indépendant jusqu'à la multinationale, on a des solutions pour pouvoir vous aider dans cette tâche-là. Le but de la manœuvre pour une entreprise étant de faire plus avec moins. C'est une promesse qui est forte. Qui n'a pas envie de faire plus avec moins? Mais c'est une promesse qui est tenable, parce qu'on a aujourd'hui tous les ingrédients pour faire ça, d'accord? On a une infinité de données, d'accord, qui sont générées de façon automatique. On a toutes les plateformes informatiques pour pouvoir stocker ces données, pour pouvoir les véhiculer, notamment dans le cloud. Et on a également tous les outils pour pouvoir les traiter, notamment l'intelligence artificielle. Donc, la bonne nouvelle, c'est que, encore une fois, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir faire plus avec moins. Ça ne veut pas dire qu'on va faire table rase du passé, d'accord? Tout ce qu'on a fait en matière de business intelligence, ça fonctionne, c'est toujours valable. Simplement, on va essayer de faire plus. Donc, on va essayer d'avoir des gains de performance incrémentaux. Elle est là, l'astuce. Donc, c'est vraiment là qu'il faut aller. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui le recul pour comprendre que les entreprises qui exploitent la donnée développent de réels avantages compétitifs. D'accord? Ça, c'est une étude de McKinsey qui date de 2018, qui prouve par A plus B que quel que soit le secteur d'activité, les entreprises qui collectent et exploitent de la donnée à grande échelle arrivent toutes à surperformer par rapport à leurs concurrents. 2018, d'accord? On est bientôt en 2021, c'est vraiment le moment de s'y mettre. D'accord? Justement, c'est le moment de s'y mettre. Comment est-ce qu'on fait pour s'y mettre? Écoutez, si vous êtes dans une entreprise qui décide d'aller faire de la donnée, il y a plusieurs choses qui sont à préparer. D'accord? La première, c'est d'avoir une gouvernance. Une gouvernance, c'est quoi? C'est dans un premier temps de définir une vision. Qu'est-ce qu'on veut bien faire avec la donnée? Ce n'est pas juste pour le plaisir d'utiliser la donnée. Quels sont les objectifs et comment est-ce qu'on les priorise? Ensuite, on va essayer d'envisager dans quelle mesure est-ce qu'on va améliorer l'existant. Donc on va travailler la qualité du travail, la qualité du service ou de la prestation rendue. C'est là où la vision elle est importante. D'accord? L'idée, ce n'est pas de faire en sorte que les Shadocks pompent plus vite, l'idée, c'est de faire plus avec moins. D'accord? Donc d'avoir une vraie gouvernance par rapport à ça. Et une fois qu'on a les idées claires sur qu'est-ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on devrait le faire, il y a une nécessaire montée en compétences, à la fois en termes de technicité, donc quels sont les outils que je dois exploiter, quelles sont les compétences par rapport à ces outils, quelle est surtout la culture et les méthodes de travail que je dois développer pour pouvoir exploiter correctement cette donnée. Et accessoirement, on a aussi un enjeu de gouvernance, puisque je vous rappelle que la collecte de la donnée depuis le RGPD est encadrée et que plus on avance dans le temps, plus cet encadrement se durcit. Donc on a quand même un petit peu de travail en amont avant de se lancer tête baissée dans tout ça. Vous pouvez faire des choses dans votre data lab. En tout cas, si ce que vous voulez, c'est l'exploiter de façon systématique et à grande échelle, il y a une stratégie donnée, une stratégie data à mettre en place. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Des données. D'accord? Donc, soit des données dans un ensemble fini, ce qu'on appelle des jeux de données, des datasets. On peut aller puiser en interne, on peut aller puiser chez les partenaires, on peut aller les acheter à l'extérieur, c'est possible, par contre ça coûte. On peut également travailler avec des flux de données, donc de la donnée qui arrive en permanence, mais pour ça, on ne peut pas se permettre de les collecter à la main. D'accord? Il faut automatiser, industrialiser à la fois la collecte et le raffinage de ces données. C'est pour ça qu'on met en place des data pipelines, donc pour faire en sorte qu'on ait un afflux régulier de données pertinentes, nettoyées, de qualité et prêtes à être exploitées. Donc c'est pas le tout de dire des données, il y en a, il y en a plein, il y en a plein sur les médias sociaux, sur Facebook, va les chercher. Voyons. Vous croyez qu'on peut récupérer des données comme ça sur Facebook, vous? Que dalle. Non, on n'a jamais pu et on ne pourra jamais. Il y a des circuits pour pouvoir y avoir accès. Maintenant, il faut des licences, il faut payer, il faut les beaux outils, il faut les bonnes autorisations. Donc, n'allez pas penser que les données elles sont là à disposition, qu'il faut suffit de se baisser pour les ramasser. Non, il y a un petit peu de travail à faire quand même. Ensuite, on a un petit peu d'outillage à prévoir, d'accord? Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un écosystème très vaste aujourd'hui d'outils, des outils qui permettent de faire tout un tas de choses, notamment
gérer les flux entrants de données, notamment stocker les données, les préparer, les nettoyer, les exploiter et les restituer sous forme de visualisation et dans des tableaux de bord. Si vous pensez qu'il suffit d'installer RStudio parce que c'est gratuit pour faire allez hop zou, on fait de la data management, je peux vous dire que vous êtes loin du compte. Vous êtes très très loin du compte. Il y a vraiment une remise à niveau sérieuse au niveau des outils. Une fois qu'on a les outils, on a impérativement besoin des compétences, sachant qu'aujourd'hui, le débat il se porte exclusivement sur les data scientists, en disant « Ah, il nous faut, allez, c'est bon, vas-y, recrute un data scientist et c'est bon, on est capé. » Mais vous n'êtes pas capé du tout. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà, le data scientist, c'est un scientifique, donc il n'a pas forcément la sensibilité business, il ne connaît pas le mode de fonctionnement de l'entreprise, il ne connaît pas les humains qu'il y a dedans, avec leurs sensibilités, leurs égos. D'autre part, il n'a pas forcément les compétences techniques, donc il vous faut des data engineers. Et après, encore une fois, il n'a pas forcément les connaissances métiers, donc il vous faut des data analystes. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas une compétence, mais c'est plusieurs. C'est des pluricompétences, des équipes entières qu'il faut mettre en place. Une mise en place qui va nécessiter des méthodes de travail, d'accord, sachant qu'il existe aujourd'hui toute une typologie autour de ce qu'on appelle la data literacy, donc la littératie de la donnée, la numératie, pour pouvoir parler la donnée, pour pouvoir développer des méthodes de travail qui soient partagées par tous avec du vocabulaire. On a même aujourd'hui des référentiels de compétences qui sont validés par l'Union européenne, il suffit d'aller voir. Plus ça va, plus on va vers ça. Tout comme en entreprise, on va apprendre à parler anglais aux salariés, on va leur apprendre à faire telle ou telle méthodologie, Six Sigma par exemple, très rapidement, on va leur apprendre à parler et à gérer la donnée. Le but de la manœuvre étant d'instaurer une culture de la donnée dans les entreprises pour ne pas dépendre d'un recrutement, mais pour pouvoir exploiter la donnée avec des salariés qui sont déjà en place, déjà dans l'entreprise. Bref, tout ça pour dire qu'il y a de la donnée partout. Recrute un data scientist, installe RStudio, c'est gratuit, voilà, c'est torché, j'ai fait mon boulot. Non, c'est pas torché du tout et vous n'avez rien fait du tout. Non, il y a vraiment un gros travail de vision, de préparation, d'outillage, de montée en compétences et de transformation culturelle avant de pouvoir exploiter de façon exhaustive la donnée et de pouvoir, encore une fois, développer des vrais avantages compétitifs. Ça représente beaucoup de travail et c'est pas que de l'outillage et de recrutement. Nous en arrivons à la fin de ma présentation et sur concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire, chacun de vous. Dans un premier temps, vous pouvez vous détendre, d'accord ? Ne cédez pas à la panique. Alors, je sais que ces dernières années, on a eu des espèces de gros délires paranoïaques autour des compteurs connectés, Linky, autour des antennes 5G. Ah, attention, oh là là, ils vont nous manipuler. Autour même de l'application Stop Covid. Voilà. On se détend. C'est pas parce qu'on collecte de la donnée qu'on va forcément manipuler les foules à grande échelle. Voilà. Ayez un petit peu de discipline, s'il vous plaît, et essayez de vous éloigner de toutes ces théories conspirationnistes. Tout va bien se passer. Ce que vous pouvez faire également, c'est balayer devant votre porte. Tous les jours, j'entends des gens qui se plaignent de la confidentialité, de « Ah, les GAFA, ils nous piquent nos données, nos machins, et ainsi de suite. » Mais de quoi tu parles ? Est-ce qu'au moins tu as fait l'effort de régler les paramètres de confidentialité de ton smartphone ? Est-ce que tu as fait les mises à jour ? Est-ce que tu peux arrêter 5 minutes de publier des photos sur Instagram avec ton visage, ta maison, les visages de tes enfants ? Oui, c'est possible ça ? Donc ça, c'est important. Essayez de faire un petit travail d'introspection et essayez de comprendre que si les GAFA, ils ont autant de données, c'est parce qu'on leur a donné, tout simplement. D'accord ? On leur a livré toutes ces données de façon gratuite. Donc avant de vous plaindre et d'aller brandir la bannière de la confidentialité, balayez devant votre porte et essayez d'appliquer des règles à vous-même et à votre comportement tous les jours. Ensuite, au niveau de votre travail, ce que vous pouvez faire, c'est faire un premier travail d'acculturation à ce que c'est que la donnée, ce que vous pouvez faire avec. Il existe tout un tas de sources qui peuvent vous permettre d'en savoir un petit peu plus, d'acquérir du vocabulaire, de décrypter certaines pratiques, de comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants. Ça, vous pouvez le faire tout seul comme des grands ou des grandes. Encore une fois, il y a des sources qui existent, renseignez-vous. Franchement, ce n'est pas si compliqué. Et accessoirement, vous aurez une longueur d'avance. Ça ne sera que, on va dire, bénéfique à votre employabilité si vous avez un premier vernis autour de la donnée et de la data literacy, donc de la numératie.
Ce que vous pouvez faire également, c'est faire un travail d'identification des sources internes des données. Donc, à votre niveau, à vous, dans votre service ou votre département, qui crée de la donnée, quelles données, sous quel format, est-ce qu'on peut les récupérer, est-ce qu'elles sont déjà récupérées, est-ce qu'elles sont exploitées, par qui, comment, et ainsi de suite. Donc, faire un petit travail d'inventaire à votre échelle, ça déjà, ça aiderait énormément, parce que c'est un gros boulot, l'audit initial de compréhension de quelles sont les données, comment est-ce qu'elles sont exploitées et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ça, ce travail, il peut être fait à votre niveau. À votre niveau, je pense que c'est le plus important, et c'est là-dessus que je conclurai. Comprenez bien que la clé de l'exploitation de la donnée en entreprise à grande échelle, ce n'est pas un data scientist qui va vous la livrer, d'accord? C'est chacun de nous, parce que chacun de nous a la capacité de contribuer dans le grand cycle de vie de l'exploitation de la donnée. Donc sur ce schéma, ça commence en haut à gauche, l'appropriation d'un contexte et la compréhension des besoins, l'identification des sources et la collecte, le stockage et la réplication sur des machines qui sont capables de les traiter, le nettoyage et l'enrichissement des datasets, la préparation et la transformation de ces jeux pour qu'elles soient plus facilement exploitables, l'exploration et l'analyse, la restitution et le partage, et enfin la prise de décision qui va avec. Effectivement, il nous faut des data scientists pour cette partie-là. Voilà, exploration et analyse, c'est mieux si on a des compétences pointues. Par contre, pour tous les autres, à votre échelle, à votre petit niveau, je vous assure que vous pouvez contribuer et votre entreprise ou votre organisation a besoin de vous pour faire ça. Parce qu'encore une fois, nous sommes dans un environnement extrêmement tendu, critique. Il en va de la survie des entreprises et des organisations. Chacun de vous peut apporter sa pierre à l'édifice, chacun de vous pour contribuer, chacun de vous peut être à son petit niveau, on va dire un expert de la donnée. Tout ce qu'il faut, c'est un petit peu de discipline et de volonté. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus, j'espère que ça vous motive, j'espère que ça vous rassure. Merci pour votre attention. Frédéric Camazza, merci pour le micro. Je prête mon micro. Merci, partageur, c'est gentil. Merci pour cette conférence brillante. J'ai une question qui me vient là tout de suite. À peu près 95% des entreprises françaises ont moins de 20 salariés. Combien d'entreprises parmi celles-ci, à votre avis, sont déjà rentrées dans ce début de processus? Alors, je vais reformuler. Donc, 95% des entreprises ont moins de 20 salariés. Et combien sont déjà dans ce processus? Alors, la bonne nouvelle, c'est que toutes les entreprises exploitent déjà de la donnée, d'accord? Que ça soit simplement regarder, on va dire, les comptes, c'est déjà un début d'exploitation de la donnée. Ce qu'il faut, c'est casser cette espèce de tabou culturel, aller au-delà des barrières qu'on s'est fixées nous-mêmes en disant « mais moi, je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence artificielle et le big data, je ne peux pas le faire ». Si, vous le faites déjà. Simplement, on va aller un petit peu plus loin. Malheureusement, je ne saurais pas répondre parce qu'il faudrait que je sonde toutes ces entreprises, mais il suffit simplement d'aller un petit peu plus loin, s'intéresser par exemple aux statistiques de fréquentation sur son site web, regarder ce qui se passe sur sa page Facebook ou son profil LinkedIn. Voilà, rien que ça déjà, c'est aller un petit peu plus loin que ce qui se faisait avant. Prendre conscience. Prendre conscience, déjà. Effectivement. C'est à vous de poser des questions aussi, mesdames, messieurs, si vous en avez. Je suis sûr que votre conférence, Monsieur Cavazza, en a suscité. Oui, alors je vais reformuler pour que tout le monde entende. Oui, effectivement, on a tendance à partir de la data, alors que l'important c'est plutôt de partir des questions et de trouver les données qui vont répondre à ces questions. Je vous le confirme, c'est en ça que j'ai parlé de l'importance de la vision et de la gouvernance. C'est qu'est-ce qu'on cherche à faire avec une exploitation, on va dire, intensive de la donnée. En gros, quelles sont les faiblesses? Quelles sont les forces que l'on peut renforcer? Quelles sont les faiblesses que l'on peut diminuer? Ça, c'est le plus important. Le pire que vous puissiez faire, c'est de vous lancer dans des grands chantiers d'exploration sans savoir ce que vous cherchez. Là, effectivement, vous allez cramer beaucoup d'argent et de ressources informatiques et trouver des choses, des réponses aux questions que vous n'avez pas posées, ce qui est malheureusement le cas. Effectivement, la première étape, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on cherche à améliorer?
et d'orchestrer en fait sa stratégie data autour de ça. On est d'accord? Il y a une autre question là-bas, je crois. Non. Je suis dirigeant d'entreprise, allez, une 50aine de salariés, secteur industriel, peu importe. Je veux m'y mettre. J'ai écouté Frédéric Cavazza aujourd'hui, il m'a convaincu. Alors, ça va être compliqué. Ok, je vais le faire. C'est quoi le ticket d'entrée pour démarrer? Quel est l'investissement sur lequel je dois me positionner pour dire j'engage une démarche pour créer ce monde d'après que vous évoquez? Il y a un ticket d'entrée qui est assez faible, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, on a tous les outils qui sont disponibles en SaaS, donc des logiciels en ligne. On a des capteurs industriels aujourd'hui qui ne coûtent pas si cher que ça, de l'ordre de, il me semble que pour les tags passifs, c'est moins d'1 euro pièce. Donc on bénéficie quand même de plusieurs décennies de perfectionnement de la technologie. Le ticket d'entrée, il est faible. Je pense que le plus important, on peut avoir un faible budget. Par contre, ce qui est fatal, c'est de manquer d'ambition. C'est ça le plus important. C'est de dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je cherche à faire. Est-ce que je cherche à survivre? Est-ce que je cherche... Juste pour le prochain trimestre, il faut que je fasse plus 10 dans les ventes et après tout ira bien, il y aura un retour à la normale. Il n'y aura pas de retour à la normale, c'est pas vrai. Le virus, il va rester là, ça va rester comme ça. Donc aujourd'hui, vraiment, il faut se mettre en ordre de bataille, il faut avoir le courage et l'ambition de dire « je vais travailler différemment, je vais me projeter dans le 21e siècle ». Merci pour cet éclairage. Il y a une question au centre, monsieur. Je vois qu'on se précipite sur vous. Allez-y. Merci pour la présentation. J'aimerais savoir la différence de la data avec l'information. Ah, alors la donnée, elle est brute, d'accord? L'information, c'est une donnée qui est lisible par l'être humain. C'est ça la différence. Donc traité. Voilà. Imaginez-vous une série de relevés de chiffres météorologiques. D'accord, ce ne sont que des chiffres. L'information, c'est « Ah, bah, demain, il va pleuvoir » ou « Demain, c'est soleil ». Voilà, c'est ça la différence. C'est qu'elle est pré-traitée. On a la donnée brute, on a la donnée nettoyée, on a l'information et on a, en fonction de ça, de la connaissance, si on peut capitaliser dessus, ou de l'enseignement, si on peut chercher, si on peut, on va dire, en extrapoler des décisions. Mais il y a une chaîne comme ça de raffinage et de transformation de la donnée brute jusqu'à soit une prise de décision, soit des savoirs de la connaissance. J'ai encore une question qui me vient. On est dans un pays de culture latine. Est-ce qu'on est un peu en deçà dans l'ambition justement d'aller au-devant de toutes ces technologies pour capter cette data dont vous dites qu'elle est stratégique par rapport, par exemple, aux anglo-saxons ou aux asiatiques? Non, pas spécialement, parce qu'il y a une grande culture industrielle en France, que ce soit dans, je sais pas moi, à la Poste, à la SNCF, chez GDF ou autre, Airbus. Non, il n'y a pas de... On n'a absolument pas de complexe à avoir par rapport aux autres. On n'est donc pas en retard dans cette démarche-là? Non, pas du tout. Par exemple en France? Non, pas du tout. Alors c'est sûr que ce n'est pas les mêmes tailles de marché, c'est pas les mêmes montants d'investissement dans les startups, effectivement, mais sinon, non, de toute proportion gagnée, on n'a pas du tout à rougir. Détrompez-vous. Voilà. C'était une question. Hein. C'est pour apporter finalement des bonnes nouvelles et encourager notre public à nous interroger encore aussi. Une fois, deux fois. De toute façon, le timing est écoulé. C'est peut-être pour ça. C'est pour respecter votre timing, le timing de l'organisateur. Moi, je voudrais qu'on applaudisse encore très fort Frédéric Cavazza pour cette intervention très instructive.